Les Français détiendraient près de 300 milliards d'euros dans des paradis fiscaux, un chiffre de nature à relancer le débat sur l'évasion fiscale des contribuables français. Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, économiste à l'OFCE. Alors ce chiffre sur les avoirs non déclarés ressort d'une étude qui a été menée à l'échelle mondiale par 3 chercheurs, dont un Français, Gabriel Zucman, dont le site il est chercheur et professeur à l'université en Californie de Berkeley. Et déjà, est-ce que ces chiffres sont à prendre au sérieux? Pourquoi? Sans remettre en cause tout ce travail qui a été fait, c'est se dire que finalement, les études, on le sait, les études, elles sont rares sur ces sujets-là, parce que, évidemment, quand on parle de paradis fiscaux, il y a de l'opacité, et donc on comprend aisément que c'est difficile de travailler sur cette matière-là. Eh bien oui, c'est bien tout le problème. C'est bien aussi tout l'intérêt de ce travail, précisément. C'est d'essayer d'aller lever un tout petit peu ce voile, et sur la base d'éléments indirects. C'est des sources qui sont très astucieuses. Comment ils ont collecté l'information? En gros, le principe, c'est d'essayer de regarder où est investi l'argent qui vient de Suisse et qu'est-ce qu'on peut, par exemple, de Suisse, mais pas simplement, et donc où est-ce qu'il est investi, donc en regardant comment il est utilisé. Et comment ils ont ces informations? Alors, ils ont ces informations par les données de balance des paiements, donc sur les mouvements de flux de capitaux sur la planète, et donc en sachant les capitaux qui entrent pour s'investir dans des entreprises dans un pays, et en regardant d'où ils viennent. Donc on a ces informations-là, transaction par transaction, en regardant d'où ils viennent, et donc en se rendant compte qu'il y en a beaucoup qui viennent de Suisse, et que ça ne correspond pas. Voilà, donc c'est une méthode assez astucieuse. Donc étude à prendre au sérieux, qui est corroborée par les quelques études qui ont pu être publiées dans le passé? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers travaux qu'ont présentés Zucman et ses collègues, ils ont essayé d'étendre un petit peu la méthodologie en s'intéressant, pour certains pays, d'une part à ce qu'on pouvait voir dans les déclarations de patrimoine des individus, donc par exemple en Suède, au Danemark, en Norvège, et de les comparer à ce qu'on a dans les fuites qui ont résulté, par exemple, du scandale HSBC, ou des Panama Leaks, en reprenant les individus qui sont cités dans HSBC, qui ont fuité, le fichier qui a été transmis aux administrations fiscales, et en le comparant aux données de patrimoine en Norvège ou au Danemark. Alors, et donc de regarder quel est le comportement de ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, qui ils sont, quels sont leurs profils en termes de richesse, en termes de catégorie sociale, en termes de technologie qu'ils utilisent pour l'évasion fiscale. Et donc à partir de là, d'essayer d'aller un peu plus loin, et puis de pouvoir extrapoler du coup ces éléments-là sur d'autres pays, en ayant fait une analyse précise sur certains pays. Il y a aussi l'utilisation d'une mesure d'amnistie fiscale qui a été faite en Suède et qui permet aussi de regarder comment, quand on fait une amnistie fiscale, qui rapatrie ses capitaux, qui ne les rapatrie pas, dans quelle mesure. Donc ça donne aussi des compléments pour approcher cette question d'évaluer, qui est quand même un sujet très compliqué. Et donc c'est des estimations, encore une fois, ces chiffres-là sont des estimations, il y a beaucoup d'incertitudes dedans, mais d'essayer de les rendre plus solides et plus réalistes. Sur la France, en tout cas, c'est 300 milliards d'euros, c'est un chiffre quand même qui est colossal, c'est 15% du PIB français. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que les Français peuvent avoir, les gros contribuables, on a compris, autant d'avoirs offshore, autant d'avoirs dans des paradis fiscaux, parce que j'entends encore Bercy nous dire, claironner et trompeter que 70 milliards d'euros ont été rapatriés depuis 2013, depuis la cellule de régularisation. Là. Donc ça voudrait dire que ce qui a été rapatrié, c'est la partie émergée de l'iceberg? Oui, c'est ce que ça veut dire. Alors, soit l'évaluation qui est proposée par Zucman et ses collègues, elle est exagérée, soit, en fait, dans les mécanismes de rapatriement et d'amnistie fiscale qui ont été proposés, en fait, on a attrapé qu'une petite partie des poissons, et probablement des petits poissons. Parce qu'un point important que montre Zucman et ses collègues, c'est que, en fait, plus on est riche, plus on pratique l'évasion fiscale. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais il permet de donner une idée de ça. Donc, quand on prend le 0,01% des plus riches, c'est-à-dire à l'échelle de la France, ça représente 3000 contribuables, ménages. Ouais. Donc c'est quand même, on est sur une toute petite population. Le taux d'évasion fiscale sur cette partie-là de la population, donc les 0,01 les plus riches, serait de l'ordre de 30%.
alors qu'en moyenne, le taux d'évasion fiscale est de l'ordre de 3%. Donc on voit que ça grimpe très vite quand on va dans le plus haut de la distribution et qu'il faut vraiment s'intéresser aux quelques milliers de ménages les plus riches qui ont des très grosses fortunes, qui ont accès à des technologies très sophistiquées. Donc on se dit que c'est peine perdue finalement pour essayer d'attraper ces gros poissons qui ont bâti des stratégies d'éludement, de contournement, d'évasion fiscale avec de manière très sophistiquée. Alors, c'est peine perdue, on ne sait pas encore tout à fait, mais en tout cas, on a une petite idée des montants qui sont en jeu. L'étape suivante, c'est, comme on en a déjà parlé, on y est d'ailleurs. Le transfert d'informations bancaires. Depuis samedi, voilà, qui va... l'échange automatique de données bancaires opérationnel dans 50 pays depuis samedi, dont, et là c'était ma surprise, d'anciens paradis fiscaux comme le Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, les Bermudes qui ont signé. Est-ce qu'on peut espérer encore choper ces fraudeurs fiscaux récalcitrants? Alors voilà, c'est ça la question, c'est-à-dire est-ce que l'échange d'informations bancaires va suffire ou est-ce qu'il y a encore quelque chose, il y a des technologies d'évasion fiscale qui vont permettre d'échapper à cette réglementation. On pense par exemple au fait que les trusts peuvent rester partiellement anonymes ou peuvent rester anonymes, qu'on peut avoir des montages... C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que la liste des bénéficiaires n'est pas forcément divulguée. On peut avoir aussi des montages avec des hommes de paille, donc on transfère sa fortune à quelqu'un, des prête-noms, et donc ensuite, les échanges bancaires ne permettront pas de donc la pression s'accentue vraiment sur ces gros contribuables, mais... Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui vont quand même permettre d'y échapper, et surtout pour les très gros poissons. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs qui finalement sont dans la zone grise de la légalité, c'est-à-dire qui restent assez légaux, et donc ce n'est pas l'échange d'informations qui va permettre de résoudre ces problèmes-là. Il faudra derrière durcir les dispositifs légaux, signer de nouvelles conventions internationales, et tant qu'on ne les a pas fait, les trous qui existent dans la fiscalité pourront continuer à être exploités. Donc c'est pas, l'échange d'informations ne va pas permettre nécessairement d'obtenir gain de cause devant un tribunal pour les contribuables qui n'auront pas fraudé, mais qui auront fait de l'optimisation. Alors, ce qui est gênant aussi, et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que c'est une espèce de comparatif finalement à l'échelle mondiale, et on voit que la France se trouve au-dessus de la moyenne mondiale. En termes de cet argent caché pèse 15% du PIB. La moyenne de cette étude, c'est 10%. Et ce qui font déduire que les contribuables, les gros contribuables français fraudent plus que les autres. Alors, la moyenne est à 10, nous on est à 15%. Oui, il y a un premier phénomène qui joue, qui est que la France fait partie des pays riches, dans lequel il y a des riches. Donc, quand on compare un pays en voie de développement, il y a des riches dans un pays en voie de développement, mais beaucoup moins que dans un pays développé. Donc, la position de la France traduit aussi le fait que la France fait plutôt partie des pays riches. Ensuite, il se trouve quand même que la France est à l'intérieur de l'Europe et qu'à l'intérieur de l'Europe, en tout cas pour le moment et jusqu'à maintenant, il y avait des possibilités relativement simples d'évasion fiscale auxquelles les Français ont eu accès, mais par exemple, puisqu'il ne s'agit pas juste de se jeter des cendres sur la tête, les Allemands aussi. Ce qui nous invite... Oui, on pose des cris d'orfresse, mais on est au niveau des Italiens, des Espagnols, des Anglais, donc, et j'en oublie, des Belges. Et en particulier, il faudrait ne pas se lancer dans une causalité hasardeuse avec l'idée que la fiscalité étant particulièrement élevée en France, ça explique pourquoi il y a beaucoup d'évasion fiscale. Parce qu'en fait, dans la plupart des pays européens, on a des taux relativement importants d'évasion fiscale, et donc ce n'est pas directement la fiscalité qui permet d'expliquer ça. Et dit autrement, quand on voit la pression fiscale élevée, à l'inverse, dans des pays nordiques comme par exemple, la Suède, la Norvège ou la Finlande, et les avoirs placés par les locaux, les autochtones, dans des centres offshore est beaucoup plus faible. Comme quoi, voilà, ça pourrait prouver qu'une forte pression fiscale, ça ne fait pas forcément fuir les capitaux. Après, il n'y a pas de relation de cause à effet non plus. Voilà, et puis qu'il faut rentrer dans des choses un peu plus compliquées dans la pression fiscale, pas se contenter d'un chiffre global, mais regarder le détail. Mais c'est sûr que ce qui est peut-être encore plus important que la pression fiscale, c'est aussi une forme de morale, et puis aussi des dispositifs légaux et des dispositifs de coercition, la façon dont les administrations contrôlent tout ça, qui déterminent finalement plus les avoirs placés à l'étranger que un raisonnement trop mécanique lié sur la pression fiscale que Dominique Seux pourrait employer en disant trop d'impôts tue l'impôt. C'est pas si simple que ça, et justement il faut éviter de tomber dans ce raccourci-là. Bon, on finit juste là-dessus. 300 milliards d'euros, c'est beaucoup évidemment, qui dormiraient donc dans des paradis fiscaux appartenant donc
sommes appartenant à des contribuables français. On sait qu'on a un déficit public en France de, on sera à quoi, 70 milliards d'euros cette année, 70 milliards. Ben là, on se dit effectivement, quand on réduit, on rabote les APL de 5 euros pour gagner quelques centaines de millions d'euros, ben là, on se dit 300 milliards. Si une partie était effectivement chez nous, ça ferait plus de recettes fiscales et il y aurait moins de déficit public. C'est un peu rapide, c'est un peu court comme argumentaire ou ça tient la route? Alors non, c'est pas court comme argumentaire parce que une des conséquences de l'évasion fiscale, on peut dire après tout ces gens-là, ils échappent à l'impôt, tant mieux pour eux. Mais non, la conséquence c'est que la charge fiscale va tomber sur quelqu'un d'autre et que du coup ça mine cet élément essentiel du fonctionnement d'une société qui est le consentement à payer à l'impôt. Donc non, c'est pas négligeable. Après, il faut encore difficile une fois, de savoir de combien est-ce qu'on réduirait le déficit public, si une partie de la somme rentrait, mais ça serait quelques milliards de moins. C'est difficile, mais en tout cas l'exemple de l'amnistie, enfin, ou en tout cas de la régularisation fiscale qui a été conduite depuis 4 ans, montre que… 70 milliards d'euros de rentrées et 8 milliards d'euros de recettes fiscales. Voilà, donc c'est un chiffre qui n'est pas négligeable, 8 milliards d'euros de recettes fiscales, c'est pas du tout négligeable pour le budget français, mais on voit qu'il n'y a pas là de quoi combler le déficit d'une année, parce que c'est 8 milliards sur 4 années, à comparer à, donc cette fois-ci, 300 et quelques milliards de déficit cumulés sur les 4 années correspondantes. Donc, c'est pas négligeable, mais… C'est pas comme ça qu'on va réduire le trou du déficit budgétaire, mais ça y contribuerait. Voilà, ça y contribuerait, et puis ça surtout solidifierait le consentement à l'impôt en France, ce qui est très important, parce qu'à la fin, c'est l'impôt qui permettra quand même de payer ses dépenses publiques et de réduire le déficit. Voilà, merci à vous. Merci Xavier Timbaud, directeur à l'OFCE, pour ces explications. Bonne semaine, bonne journée. Merci David. Bye.